Nathalie, je te laisse gérer pour faire rentrer ceux qui y arrivent. Bonjour à toutes et à tous, vous nous entendez bien? Oui. Parfait. Vous nous voyez, mais bon, ça encore que vous ne nous voyez pas, c'est pas bien grave. Oui, j'ai été rentrée. Donc, déjà, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et puis, traditionnellement, donc, dans ce webinaire du mois de janvier 2025, nous allons avoir les actualités réglementaires de ce début d'année. Nous allons avoir un zoom sur la téléprocédure de médiation administrative présentée par le médiateur en personne, à savoir Thomas Brune. Le zoom sur l'actualisation 2025 du règlement intérieur d'action sociale et familiale de la CAF de la Haute-Marne, présenté par Nathalie Delamotte. Et puis, à la fin de notre présentation, nous allons avoir l'intervention de Défi 52 qui vous présentera leur action. Donc, je ne sais pas si vous êtes là, la personne de Défi 52 qui va intervenir en fin de webinaire. Oui, bonjour, si nous sommes là. Ah, super. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Eh bien, on y va si vous êtes prêts. Donc, en matière d'actualité, donc on va voir le versement de la prime exceptionnelle RSA de fin d'année, la revalorisation des droits des usagers au 1er janvier 2025. On va vous reparler de la réforme France Travail qui a été décalée au 16 janvier 2025. Je vais vous faire un rappel sur la double authentification sur la CAF.fr. Il y a de nouvelles modalités de connexion au compte CAF. Je vais vous faire un rappel sur l'utilisation du montant d'aide sociale, sur les avantages vieillesse ou invalidité, le lancement des contrôles annuels de ressources, la revalorisation des pensions alimentaires, la Semaine nationale de la petite enfance, le barème des prestations de services 2025, le calendrier des paiements 2025 et les prochains rendez-vous allocataires. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais comme vous le savez, chaque année, les droits des usagers sont mis à jour au 1er janvier 2025. Donc là, les prestations familiales de janvier seront versées le 5 février. Donc, au cours du dernier trimestre de l'année 2024, donc la CAF a récupéré les ressources annuelles des usagers pour mettre à jour les droits versés. Donc, comme vous le savez, la récupération des ressources se fait automatiquement auprès de la Direction générale des finances publiques. Donc, cette opération est automatique pour la grande majorité de nos allocataires, ce qui permet le recalcul automatique de leurs prestations au 1er janvier. Les usagers n'avaient donc aucune démarche à réaliser. Ceci dit, pour certains allocataires qui ne sont pas trouvés dans l'échange des GFIP ou qui auraient été affiliés après l'échange, ils doivent nous déclarer leurs ressources donc 2023 via le compte CAF.fr. Donc, pour cela, la CAF les a invités le 6 octobre à déclarer en ligne les informations manquantes via leur espace personnel sur CAF.fr. La démarche est indispensable et doit impérativement être faite avant le 15 décembre. Donc, voilà, pour le juste calcul des droits au 1er janvier 2025. Si les allocataires n'ont pas fait leur déclaration de revenus, tout simplement, les prestations soumises à condition de revenus ne sont calculées à compter du 1er janvier 2025 et donc pas de paiement au 5 février 2025. Au niveau de la prime exceptionnelle, donc, qui a été versée en fin d'année, donc le 17 décembre, en Haute-Marne, il y a eu 3 700 bénéficiaires. Donc, pour rappel, la prime exceptionnelle, elle est versée aux bénéficiaires de RSA ou d'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation équivalent retraite. Donc, 3 719 allocataires ont bénéficié de cette prime. Le montant de la prime est de 152,45 € pour une personne seule, 228,67 € pour deux personnes, 274,41 € pour trois personnes. Et le montant, vous l'avez bien compris, est majoré en fonction du nombre de personnes à charge. Donc, la somme totale versée aux usagers du département s'élève à 826 603 €, soit un montant moyen de 222 €. Alors, pour le versement de cette prime, les usagers n'ont absolument aucune démarche à faire. Si les conditions sont remplies, à savoir être bénéficiaire du RSA au mois de novembre ou à défaut au mois de décembre, le versement de la prime est automatique. Alors, la réforme France Travail, donc, on vous l'a déjà présentée. Donc, initialement, elle devait entrer en vigueur là, au 6 janvier, enfin au 2 janvier. Donc, elle a été repoussée sur le volet inscription automatique à compter du 15 janvier 2025. Donc, en effet, à compter du janvier 2025, la loi pour le plein emploi introduit plusieurs nouveautés importantes pour les bénéficiaires de RSA. Donc, cette réforme elle a pour objectif de renforcer l'accompagnement vers l'emploi durable et faciliter l'insertion professionnelle. Alors, elle n'a aucun impact sur le montant et le versement du RSA.
Donc, en fait, cette réforme pour les bénéficiaires de RSA, ça veut dire quoi? À partir du moment où vous faites une demande de RSA, vous êtes inscrit automatiquement et systématiquement à France Travail. Donc, cette mesure, elle concerne qui? Elle concerne le demandeur de RSA, le conjoint et les personnes de 16 à 25 ans sollicitant un accompagnement près d'une mission locale et les personnes sollicitant un accompagnement par un organisme spécialisé dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, cette inscription automatique des demandeurs de RSA à France Travail, elle entre en vigueur le 15 janvier 2025. Donc, en étant inscrit à France Travail, l'usager pourra bénéficier de l'ensemble des services de France Travail depuis son espace personnel. Demande d'aide à la mobilité, à la garde d'enfants, ateliers collectifs, conseils personnalisés, vidéos explicatives. Il pourra également bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement par un organisme référent dans le cadre du parcours d'insertion sociale et professionnelle. Donc, recherche d'emploi, bien évidemment, développement des compétences, démarche d'accès aux droits. Et le référent qui va accompagner le bénéficiaire de RSA restera toujours désigné par le conseil départemental. Donc, en tant que bénéficiaire du RSA, l'usager a l'obligation de réaliser des actions permettant d'améliorer son insertion sociale ou professionnelle. Ces actions seront précisées par l'organisme référent. Donc, en fait, comment ça va se passer, l'inscription automatique à France Travail? L'usager, à partir du moment où il va faire sa demande de RSA via le CAF.fr, donc là, il faut comprendre que maintenant, la nécessité, c'est vraiment passer au maximum sur la téléprocédure de demande sur le CAF.fr parce qu'en fait, lorsqu'il va faire sa demande de RSA en ligne, il va automatiquement être basculé sur le site de France Travail pour pouvoir finaliser également son inscription à France Travail. Donc, en fin de téléprocédure RSA, un décrochage va être automatiquement réalisé vers le site de France Travail afin de compléter le recueil des données d'orientation et notamment le numéro HDREF et les coordonnées du conjoint. La page d'entrée de la demande de RSA informera dès le début de la démarche qu'il y aura une inscription automatique à France Travail et de la communication des coordonnées de contact. Donc, pour les bénéficiaires en cours du RSA, ils seront également tous inscrits à France Travail. En fait, tout le courant du premier trimestre, on va avoir des échanges réguliers à France Travail pour leur communiquer le nom des allocataires qui bénéficient du RSA. Ainsi, France Travail pourra derrière les inscrire et assurer le suivi et l'accompagnement. Donc, vraiment, j'insiste et je répète, l'inscription à France Travail n'a pas d'impact sur le versement du RSA. L'usager devra continuer à faire sa déclaration trimestrielle de ressources auprès de la CAF en indiquant le montant net social. Il doit aussi continuer à nous déclarer tout changement de situation. Alors, une autre nouveauté depuis le 10 décembre, afin de sécuriser la connexion à l'espace personnel CAF.fr, donc, du coup, les modalités de connexion, elles ont évolué. Donc, pour limiter les risques de violation de données, de phishing et d'usurpation d'identité. La démarche est désormais simple et similaire à celle demandée sur d'autres sites Internet lors de la connexion. Elle garantit une sécurité et protection renforcée de l'espace personnel. Donc, en fait, en complément de leur mot de passe habituel, les allocataires vont devoir renseigner un code de sécurité qui sera transmis automatiquement par mail sur leur adresse mail personnelle. Si l'usager ne reçoit pas son code, il peut en demander un par mail. Alors, surtout, il faut qu'il fasse bien attention à regarder ses spams. Ça tombe dans les spams souvent. Si l'usager utilise l'appli mobile, il peut activer la biométrie, donc soit l'empreinte digitale ou faciale, pour éviter l'étape de vérification par code. Les données biométriques étant strictement personnelles et non reproductibles, elles se substituent au code. Alors, rappel, parce que, donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, en matière de RSA et de primes d'activité, il est obligatoire de déclarer le montant net social. Pourquoi? Parce qu'à compter du 1er mars 2025, où on vous en parlera plus en détail lors du prochain webinaire, nous avons la réforme de l'adossement DRM RSA PPA. En fait, les déclarations trimestrielles RSA et primes d'activité seront automatiquement alimentées des données issues du DRM. Et les données issues du DRM, c'est quoi? C'est les montants nets sociaux. Donc là, du coup, on fait un rappel et il y a des campagnes de communication qui sont en cours. On fait des appels sortants auprès des bénéficiaires de RSA, de primes d'activité, vraiment pour leur dire que c'est bien le montant net social à déclarer et qu'à compter de mars 2025, donc il y aura un préaffichage des données issues du DRM et qu'elles sont fiables. Donc voilà.
Donc là, c'est vraiment, on insiste parce qu'on se rend compte finalement que c'est encore pas très clair dans la tête de certains allocataires et qui ne déclarent pas forcément le montant d'aide sociale. Donc voilà. Donc le montant d'aide sociale, il concerne en fait tous les revenus d'activité et de substitution, donc les salaires, les pensions d'invalidité vieillesse, les allocations chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, comme chaque année, vu que nous avons récupéré les ressources de l'année 2023, il y a également donc, les contrôles des ressources annuelles qui ont été implantés sur le dossier des allocataires. Donc, en fait, il y a un contrôle quand on constate une incohérence entre les ressources récupérées à la DGFiP, donc là, les ressources 2023, et les situations professionnelles connues sur le dossier, ou alors quand la somme des revenus déclarés par les allocataires dans leur déclaration trimestrielle, que ce soit RSA, prime d'activité ou allocation aux adultes handicapés, est différente de plus de 2 500 € des revenus qu'on a acquis auprès de la DGFiP. Donc cette année, il y a eu 600 contrôles de lancés. Donc en fait, le contrôle, c'est quoi? En fait, on va envoyer à l'allocataire un formulaire du contrôle et il faudra qu'il nous retourne des pièces justificatives. Donc la plupart du temps, le bulletin de salaire. Alors, les contrôles, ça peut aboutir à des trop-perçus, mais ça peut également conduire à des rappels ou à l'ouverture de nouveaux droits. Ce qui est important de savoir, c'est que si l'allocataire ne retourne pas le contrôle, il y aura une suspension des droits. Ouais. Alors, en cette campagne de renouvellement des droits également au 1er janvier 2025, en matière d'allocation adultes handicapés, pour ceux qui bénéficient également d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité, nous devons connaître le montant de ces derniers avantages du mois de novembre ou à défaut décembre 2024 pour recalculer les droits à la hache à compter du 1er janvier. Donc, cette démarche est à réaliser en ligne sur le CAF.fr. Les allocataires concernés ou leurs tuteurs ont reçu début décembre un mail ou un courrier pour les informer de la démarche à réaliser. Donc, au niveau du département, il y a plus de 1000 allocataires qui sont concernés par cette démarche. Alors, je vais maintenant vous faire un petit rappel sur l'intermédiation financière proposée par l'ARIPA. Donc, chaque année, la pension qui est fixée par jugement, ordonnance ou convention parentale est revalorisée et indexée sur l'indice des prix à la consommation. Donc, pour les parents qui ont recours à l'intermédiation financière, en fait, ils n'ont aucune démarche à réaliser. La CAF informera les parents du nouveau montant de la pension. Les parents qui ne bénéficient pas d'intermédiation financière, la date à laquelle la revalorisation doit être appliquée est indiquée sur le jugement, l'ordonnance ou la convention parentale. En principe, la revalorisation est prévue à date fixe, le plus souvent au 1er janvier ou au 1er juillet ou à la date anniversaire du jugement. Donc la CAF propose un service qui est gratuit. L'intermédiation financière, c'est quoi? Donc déjà, pour pouvoir mettre en place l'intermédiation financière, il faut que la pension alimentaire soit fixée par un titre exécutoire. Grâce à ce dispositif, la CAF joue le rôle d'intermédiaire entre les parents séparés. Concrètement, elle va collecter la pension alimentaire chaque mois auprès du parent qui doit la verser et du coup la reverser au parent qui doit la recevoir. La mise en place de l'intermédiation financière est automatique pour toutes les situations de séparation ou de divorce depuis le 1er janvier 2023 si la pension alimentaire pour les enfants a été fixée dans un titre exécutoire. Pour les autres, l'allocataire, à partir du moment qu'il a un titre exécutoire qui fixe un jugement, peut demander l'intermédiation financière sur le site de l'ARIPA. Donc, c'est sur le site pensionalimentaire.caf.fr. Alors, donc le calendrier des paiements 2025 est disponible. Donc là, en fait, de toute façon, concrètement, les prestations, donc c'est toujours versé à terme échu, c'est toujours le 5 du mois suivant. Ou le samedi, ou si ça tombe un samedi ou un dimanche, le jour ouvré le plus proche. Donc là, les prestations familiales de décembre sont versées aujourd'hui, celles du mois de janvier sont versées le 5 février, etc. Fanny, je te laisse prendre le relais. Alors, la Semaine nationale de la petite enfance 2025, donc comme chaque année depuis 12 ans, l'association Agir met en place une Semaine nationale de la petite enfance qui se tiendra cette année du 15 au 22 mars 2025. La thématique sera encore jouée à l'infini. Donc, cette semaine vise à l'organisation de manifestations, d'actions particulières par toutes les structures petite enfance du département et les relais petite enfance.
Alors, en termes de prochains rendez-vous de la CAF, donc il y a l'atelier maternité à Chaumont qui aura lieu donc, au centre hospitalier de Chaumont le vendredi 31 janvier 2025 et le prochain webinaire partenaire, donc avec comme d'habitude les actualités réglementaires et un zoom sur l'évolution de la téléprocédure de demande de RSA, donc forcément en lien avec la réforme France Travail. Il aura lieu le lundi 3 février 2025 à 10h30. Ça ne change pas, les webinaires, c'est toujours les premiers lundis du mois à 10h30. Le barème des prestations de services 2025, donc qui concerne les partenaires qui sont financés au niveau de l'action sociale, les aides financières collectives. Donc chaque année, vous savez, la CNAF nous transmet les nouveaux barèmes, il est paru. Vous pouvez aller le consulter sur le caf.fr et il est automatiquement appliqué pour ceux qui connaissent le Soumaya, l'applicatif de saisie. Alors Thomas, tu vas nous présenter le Zoom, tu vas faire un Zoom sur la téléprocédure de médiation administrative. Alors, la médiation administrative, j'en ai déjà parlé du coup, le mois dernier, si vous étiez déjà présent au dernier webinaire partenaire. Je ne vais pas apporter beaucoup plus d'informations, parce qu'au final, je vais retracer exactement la même chose. À savoir que du coup, depuis le mois fin novembre, du coup, depuis décembre 2024 officiellement, on a une nouvelle téléprocédure qui est du coup à disposition des allocataires sur notre site, nos pages locales caf.fr. Donc, vous trouverez du coup comment saisir le médiateur dans l'encart, nous contacter en bas de page des pages locales de la CAF. À savoir que c'est réservé uniquement du coup pour les allocataires de notre CAF, puisqu'en fonction de votre département, ça sera en fonction du coup de la CAF d'appartenance. Je vais vous rappeler quand même rapidement les missions du médiateur. Donc, le médiateur intervient à la suite d'une démarche préalable lorsque la situation de blocage entre l'usager et la CAF persiste. Il s'agit de résoudre la difficulté et de s'assurer de la bonne compréhension de la réponse. L'usager peut saisir directement le médiateur via du coup, la téléprocédure. On insiste bien sur le fait que l'usager doit saisir le médiateur qu'après une démarche préalable. S'il n'y a pas eu de réclamation ou autre, s'il constate par exemple un indu qui contacte directement le médiateur, dans ce cas-là, sa demande sera irrecevable. Pourquoi? Parce que déjà, la CAF doit déjà lui apporter une première réponse. Et si cette réponse ne le satisfait pas, dans ce cas-là, oui, le médiateur peut intervenir. Il est toujours préférable quand même de demander l'avis directement au service prestation sur son espace CAF.fr. Donc, comment ça se présente, on va le voir tout de suite. Donc, pour le schéma, du coup, vous le retrouverez avec le support, parce que là, il va être un peu compliqué à décrire. C'est ce que j'ai déjà décrit le mois dernier, ça va être exactement la même chose. Enfin, tu peux pas me le remettre. Je vais retracer quand même rapidement les étapes qui sont assez succinctes. Donc, en tant qu'usager, donc en tant qu'allocataire, la personne se connecte sur son espace CAF.fr, sur les pages locales de la CAF, elle va dans Contacter ma CAF. Elle est invitée du coup à se connecter sur son compte, parce que comme je l'ai dit juste avant, il faut bien que la personne soit allocataire de la CAF. Sinon, elle aura un message automatique lui indiquant que une autre personne ne peut pas saisir le médiateur. Ensuite, il y aura un petit test d'éligibilité, ce qui permet de savoir du coup ce qui rentre dans la médiation, ce qui ne rentre pas dans la médiation. Par exemple, tout ce qui est du droit privé ne rentre pas dans la médiation. Tout ce qui est souvent, par exemple, des propriétaires ou autres qui disent mon locataire ne paye pas son loyer, peut saisir le médiateur. Dans ce cas-là, le médiateur peut pas agir. C'est pas moi en tant que médiateur qui vais faire quelque chose qui est obligé le locataire à payer son loyer. Là, ça reste du droit privé qui doit passer directement du coup par la juridiction prévue. Et une fois que le test d'éligibilité du coup est complété, soit il y a une réponse positive et dans ce cas-là, elle m'est transmise et l'allocataire a un retour sur sa demande, enfin son éligibilité, ou à l'inverse, du coup, il a un petit message lui indiquant pourquoi elle n'est pas éligible et vers quel service se tourner ou vers quelle démarche se tourner concernant sa demande. Ensuite, sa demande est validée. Et dès que je valide moi de mon côté aussi sa demande, parce qu'il y a toujours un délai entre le moment où on reçoit la demande et au moment où on la traite, il reçoit une notification d'enregistrement et ensuite ça suit son cours jusqu'à la résolution. Donc là, c'est la téléprocédure. Alors on vous le remet le diapo, hein, c'est pas trop épilogué dessus. Donc vous avez plusieurs onglets pour prendre un rendez-vous, etc. Et le dernier maintenant, c'est saisir le médiateur. Et voilà,
cet écran. Clairement, il n'y a que ça. On va lui demander de s'identifier. Donc, s'il est allocataire, dans ce cas-là, il pourra aller plus loin. S'il n'est pas allocataire, dans ce cas-là, il aura le petit pop-up sur la droite en disant qu'il n'est pas éligible car il n'est pas allocataire. Alors, moi, je redécouvre un petit peu cet aspect-là aussi, puisque moi, je suis de l'autre côté. Alors, moi, c'est moi qui reçois les demandes, mais alors, je ne les formule pas forcément. Donc, on reprécise bien à l'allocataire, du coup, qu'il doit avoir saisi, enfin, qu'il doit avoir fait une réclamation préalable. Donc, il a déjà avoir, c'est pas une contestation, c'est une réclamation auprès des services concernés et ensuite pouvoir me contacter. Donc là, on lui indique qu'il peut faire déjà une réclamation avant du coup de faire la saisine. Et quand il fait la saisine, du coup, on va lui redemander de remettre toutes ses coordonnées. Comme ça, si elles ne sont pas connues sur son espace cap.fr, moi, ça peut me permettre aussi de contacter directement la personne et de communiquer et d'échanger directement avec la personne. Voilà. Donc là, on va revoir rapidement aussi, alors on vous redécline rapidement du coup le test d'éligibilité qui est assez simple. Hein. On va juste demander à la personne si sa demande concerne bien la CAF. Ça semble logique. Si une procédure contentieuse auprès d'un tribunal ou la CAF est en cours, parce que si une procédure contentieuse est en cours, forcément, le médiateur ne va pas apporter son regard dessus, puisqu'il y a déjà une autre juridiction qui est en cours d'examen. Et on va lui demander, voilà, on va lui demander de confirmer qu'il a bien fait une démarche préalable et de nous indiquer la date de la démarche préalable afin que je puisse vérifier si cette démarche préalable existe bien et si elle est bien en lien du coup avec la nouvelle demande de la personne. Et du coup, là, c'est le deuxième écran, il suit son cours aussi. C'est pour dire que si toutes les conditions sont OK, on va demander à la personne est-ce que vous avez une réponse qui vous a satisfait à l'époque, oui ou non. Dans ce cas-là, il peut encore continuer sa démarche. Et à la fin du test d'éligibilité, du coup, il aura soit du coup un retour positif, soit un retour négatif. Alors là, on est encore à la motivation du retour. Par contre, je ne vois pas très bien. Je vais le reprendre de mon côté. Je ne le vois pas non plus. Hein. Et alors, vous ne le verrez pas très bien non plus. Sur l'écran, ce n'est pas hyper bien zoomé. Dans le support, dans le PowerPoint, vous le verrez un peu mieux. C'est juste pour préciser qu'on a plusieurs du coup, types de motifs qui sont déjà pré-renseignés pour orienter l'allocataire et qu'il n'ait pas forcément trop de difficultés à compléter sa demande. À la fin de sa saisine, il aura toujours du coup un PDF récapitulatif qu'il pourra télécharger et du coup un pavé qu'il pourra alimenter pour préciser du coup sa saisine. Voilà, là on a le document qui vient après, donc il va recevoir un accusé de réception soit d'éligibilité, soit de non-éligibilité. Alors il y a le côté tuteur, le côté allocataire, puisqu'un tuteur aussi, un tuteur physique peut, enfin un tuteur physique tuteur curatelle peut faire la demande. Et côté allocataire, l'allocataire, lui, il aura la possibilité du coup de suivre toute la vie de sa demande, enfin, tout le suivi de sa demande, sa saisine de médiation. À savoir déjà, la première chose, ça sera du coup la consultation de sa demande. Et ensuite, du coup, il aura tout ce qui est fait côté médiation, enfin côté médiateur, tous les retours que je fais quand j'accepterai sa saisine, quand je serai en cours de traitement, les échanges qu'on aura ensemble, jusqu'à du coup la clôture de la saisine. Et on vous a remis, alors du coup, on vous a remis un écran sur des exemples de démarches qui aboutissent sur une inéligibilité, c'est pas forcément évident à dire, d'une saisine de médiation. Vous en avez, c'est une liste exhaustive, hein, forcément il n'y a pas de tout, puisque même si la personne, la locataire, va jusqu'au bout et un résultat positif, c'est pas pour autant que sa demande a bien été orientée ou motivée. Donc derrière, il faut quand même aussi amener à refaire d'autres possibilités d'éligibilité. Voilà, je vais éviter de le dire trop souvent. Et du coup, on vous a remis encore les copies d'écran. C'est plus simple pour moi de vous dire de les reprendre après, parce que là, je veux juste faire un bourrage de pas en vous disant tout ce qui est irrecevable. C'est pas forcément très intéressant pour vous. J'énumère tout. Comme je vous l'avais dit, il y a tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est du droit privé que je ne peux pas prendre en charge.
tout ce qui au final fait tout ce qui a une action contentieuse en cours, vous aurez une petite liste. Voilà, encore une fois, ça va être un petit peu des copies d'écran. Là, c'est un peu imbuvable pour vous, du coup, en affichage comme ça. Ça ne vous apportera pas grand-chose. C'est juste que vous sachiez qu'il y a une notification de recevabilité quand moi j'accepte le dossier, que l'allocataire peut suivre du coup les démarches qui sont en cours. Si moi je lui réclame des pièces justificatives, il sera notifié systématiquement sur son espace caf.fr. Il pourra les consulter ou télécharger directement du coup mon courrier. Et à la fin, du coup, dès que la demande aura abouti, enfin, dès que toute la saisine aura abouti, il y aura une notification de clôture qui sera disponible sur son espace caf.fr, du coup, et qui pourra télécharger à son tour de ce côté. Merci Thomas. Bon plaisir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le fil de discussion. Je suis presque plus présent jusqu'à la fin. Tu peux t'annoncer. Et puis, Merci. Et je vous remercie. Donc, on va passer à la présentation des nouveautés du règlement intérieur d'action sociale et familiale 2025 de la carte de l'État. Nathalie, merci. Alors, donc le règlement intérieur d'action sociale, vous le connaissez, je pense. Il est il sera bientôt sur le caf.fr. On vous le présente en première aujourd'hui. En guest, vous êtes des voilà, en guest. Donc, ce règlement intérieur, il est local. Chaque CAF a son règlement. Et il vient en complément des aides nationales, qui sont les prestations légales pour les aides financières individuelles, et qui sont, on l'a vu tout à l'heure, les prestations de services pour les aides financières collectives. Donc, il a été actualisé par le conseil d'administration voté en fin d'année. Et donc, là, les décisions, on va vous les présenter. Sur les aides financières collectives, elles sont maintenues à l'identique par rapport à 2024. Donc, on peut poursuivre le financement des subventions et des prêts d'investissement ou de fonctionnement, dès lors, ça c'est important, qu'ils s'inscrivent dans les domaines qui relèvent du champ de compétences de la branche famille. L'accueil des jeunes enfants, l'enfance, la jeunesse, l'animation de la vie sociale, le logement, l'accompagnement, la parentalité. Donc, sont exclus ce qui est sport de compétition, politique, religion, maladie, dans les démarches de soins, prévention, puisque la caisse primaire d'assurance maladie a aussi un règlement intérieur, et tout ce qui est sur le temps scolaire. Donc, les aides, elles peuvent au maximum être d'un montant de 80 000 € du coût de l'opération, mais toute aide confondue de la branche famille, c'est-à-dire que s'il y a une prestation de service nationale, elle compte dans les 80%. Et bien sûr, dans la limite de nos crédits disponibles, puisque nous avons chaque année une dotation de la Caisse nationale qui a ses limites. Et les prêts peuvent être, vous pouvez solliciter des prêts à hauteur de 30 000 € maximum. Les demandes, donc là, c'est déjà sur le caf.fr, on vous a mis en ligne le support de demande de subvention avec le calendrier des échéances de retour pour les subventions. À noter que pour celles qui sont inférieures à 1 500 €, elles ne sont pas présentées au conseil d'administration ou à la commission d'action sociale. Elles peuvent être instruites par la délégation de la direction, qui a cette délégation. En tout état de cause, on ne peut pas pour l'instant se positionner sur de nouvelles aides à l'investissement puisqu'on est dans l'attente de l'approbation de notre budget. Mais vous pouvez quand même faire vos demandes. On vous a noté sur le PowerPoint les coordonnées des conseillers techniques que vous devez connaître certainement avec leur territoire d'intervention. Donc, n'hésitez pas à les contacter si besoin. Donc, on l'a vu, le règlement intérieur couvre les aides financières collectives, donc pas de changement, on vient de le voir, et les aides financières individuelles. Celles-ci sont à destination des familles. Donc, il y a un petit flyer, on va reprendre là l'actualisation. Alors, cette année, on a des éléments de bilan à vous présenter, quelques éléments, 1189 aides attribuées en 2024 pour un montant de 261 500 € à peu près. La majorité des aides sont attribuées au titre du temps libre. Ce sont les passeports loisirs et le dispositif VACAF. Les aides individuelles, donc elles peuvent être, il faut qu'elles soient
conditionnées à la régularité du dossier allocataire au titre des prestations légales. Elles viennent en complément, on l'a vu tout à l'heure, de toutes les prestations légales et des aides de droit commun qui sont versées par les partenaires de la CAF. Et elles peuvent être sollicitées directement sur l'adresse mail aide individuelle. Donc, deux types. Donc, ça, on va simplement reprendre que les aides s'inscrivent dans la continuité, on l'a vu. Par contre, il y a 3 éléments importants pour les AFI cette année. C'est le passage du quotient familial qui était précédemment limité à 750 €, donc qui est maintenant majoré jusqu'à 900 €. Ça veut dire que les aides des AFI vont ouvrir droit à plus de familles. L'élargissement aussi des aides aux loisirs sur les passeports loisirs, qui précédemment étaient ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans à compter de 2025. La tranche est élargie à compter des enfants de 4 ans. Et puis l'augmentation du montant maximum des prêts ménagers jusqu'à 450 €. Je crois que c'était 400 € l'année dernière. Pour bénéficier des AFI, des aides financières individuelles, il faut répondre à des conditions qui sont être allocataire de la CAF et ouvrir déjà droit à une ou plusieurs prestations familiales. Il n'y a pas de changement, donc je ne vais pas reprendre toute la réglementation, c'est à l'identique de l'année dernière. De la même façon, le quotient familial se recalcule à l'identique que l'année dernière. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Si tu veux, que je peux. Donc, on va vous présenter donc, la plupart des aides du règlement intérieur d'action sociale et familiale. Donc, on va commencer par les aides aux vacances, donc l'aide aux vacances familiales. Donc, ces aides, elles ont pour objectif de permettre aux familles de partir en vacances dans les structures labellisées par le service commun VACAF. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment les structures labellisées VACAF. Hein. Ce n'est pas où ils veulent, en fait. Donc, l'aide présente les caractéristiques suivantes. Donc, elle est accordée pour un seul séjour par an, d'une durée de 2 nuitées minimum et 10 nuitées maximum. Donc, pour les familles ayant un quotient familial entre 0 et 600, le plafond de prise en charge s'élève à 600 €, avec un taux d'intervention de 60% par la CAF, porté à 65% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'allocations pour les enfants handicapés. Pour les familles qui ont un QF entre 600 et 900 €, le plafond de prise en charge s'élève à 400 €, avec un taux d'intervention de 40% par la CAF, majoré à 55% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'AEH. Alors, ce qui est important, c'est que les familles peuvent bénéficier de l'aide une année sur 2, mais avec maintien des droits annuels à la VE, permettant ainsi à davantage de familles de bénéficier du dispositif. Ensuite, il y a les aides aux vacances enfants. Donc, l'objectif de cette aide, c'est de permettre aux enfants de partir en vacances dans les structures, elles aussi labellisées par le service VACAF. Donc, l'aide présente les caractéristiques suivantes. Elle est accordée pour un seul séjour par an, d'une durée de 5 à 15 unités maximum. Pour les familles qui ont un QF entre 0 et 600, le plafond de prise en charge s'élève à 30 € par jour, avec un taux d'intervention de 80% par la CAF, porté à 90% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'AEH. Pour les familles qui ont un QF entre 600 et 900, le plafond de prise en charge s'élève à 15 € par jour, avec un taux d'intervention de 65% par la CAF, porté à 75% pour les familles monoparentales et bénéficiaires d'AEH. Alors, l'aide, elle est subsidiaire aux autres aides qui pourraient être versées par d'autres partenaires. Alors là, je ne sais pas parmi lesquelles, si tu veux apporter une précision. Alors, il peut y avoir quelquefois des communes ou d'autres aides qui sont déjà versées. Donc, directement, on prend les aides des communes et puis on complète par les aides financières. Et simplement en précision, vous dire qu'il existait un dispositif VACAF, le 3e, qui s'appelait VACAF aide aux séjours sociaux. Il est supprimé cette année parce que depuis 2 ans, on n'a pas de demande d'aide. Donc voilà, il ne correspondait plus à une demande. Alors ensuite, nous avons les passeports loisirs. Donc les passeports loisirs qui permettent aux jeunes de régler les frais d'inscription, de cotisation ou de licence d'activité culturelle ou sportive en CNAM. Donc, le montant du passeport loisir a été porté à 40 € par jeune pour les allocataires qui ont un QF inférieur à 600 € et 20 € par jeune pour les allocataires qui ont un QF entre 600 et 900 €.
Le montant du passeport loisir est majoré de 20 € pour les enfants bénéficiaires de l'AEH afin d'encourager la pratique sportive ou culturelle de ces enfants. Donc, le passeport loisir se cumule avec l'aide passeport de 50 € qui est versée par l'État et avec les aides délivrées par les collectivités territoriales. Il permet de couvrir au total le coût moyen des licences dans le département. Alors, nous avons également les aides au BAFA et BAFD. Donc, cette aide, elle vise à favoriser la formation des jeunes aux fonctions d'animateurs et de directeurs dans un centre de vacances et de loisirs, permettant ainsi de contribuer à la qualité de l'encadrement. Donc, en 2025, le montant de l'aide locale au BAFA et au BAFD est respectivement de 450 et 550 € afin d'encourager l'inscription des jeunes aux sessions de formation, faciliter la recherche d'encadrants animateurs dans le département et réduire le reste à charge pour les jeunes s'engageant dans ces formations. Alors, nous avons également l'aide au parcours jeune. Donc, elle a pour objectif, donc c'est une subvention, et elle est à destination des jeunes de 16 à 25 ans, qui a pour objectif de les accompagner dans leurs projets professionnels afin de favoriser leur insertion sociale en prenant en charge des frais qui pourraient être un frein à leur projet, comme des frais d'inscription pour des études supérieures, des coûts de formation, coûts du logement, les frais de mobilité, frais liés à l'alimentation, etc. Donc, l'aide au maximum est de 800 €. Donc, nous avons également les aides à l'équipement ménager et mobilier. Donc, ces aides sont versées sous la forme de prêts sans intérêt, pouvant aller jusqu'à 450 € et remboursables par mensualité de 35 €. Donc, ce remboursement se fait par des prélèvements sur prestation. Et le prélèvement peut être amené à 25 € selon la situation de l'usager. Il vise à faciliter l'acquisition d'articles ménagers ou mobiliers par les familles, à garantir le confort du logement. Alors, ce qui est à noter, c'est que les appareils ménagers doivent répondre à un critère de classe énergétique permettant de contribuer à la sobriété énergétique, mais aussi à la maîtrise des dépenses pour les familles. Alors, nous avons également les subventions pour travaux de rénovation. Donc, l'objectif de cette aide, c'est de permettre aux familles de réaliser des travaux de rénovation de leur logement, dans l'objectif d'améliorer les conditions de logement en lien avec un gain énergétique, qui doit être d'au moins 35 %. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 5 000 € de manière subsidiaire par rapport aux autres aides mobilisables. L'accompagnement des familles dans ce dispositif est assuré par Solvay. Donc, on a également les aides à l'énergie. Alors, l'aide à l'énergie, donc elle a pour objectif de permettre aux familles de faire face à l'augmentation des dépenses énergétiques dans les conditions suivantes. Donc, ça peut être l'attribution d'un prêt sans intérêt, donc jusqu'à 1 000 € pour les familles ayant un QF inférieur à 500 € pour leur permettre de prendre en charge le paiement d'une facture énergétique. Donc, cette aide, elle est versable que la famille soit propriétaire ou locataire. Ça peut être, ce prêt CAF, bien sûr, il est octroyé sur la présentation d'une facture de vie énergétique, donc que ce soit du charbon, du fioul, du bois, du gaz, de l'électricité, granulés, pellets, et avec, bien sûr, un versement prioritaire au tiers. Donc, le remboursement s'effectuera sur des prélèvements sur les prestations, par le biais de mensualités d'au moins 35 € dans la limite d'un an. Et pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle aide à l'énergie, le prêt déjà octroyé doit être soldé. Alors, l'aide à la sortie de la décence. Donc, les critères de non-décence d'un logement ont été étendus en 2023 aux critères énergétiques. Donc, logement de classe énergétique G et aux nuisibles, blattes, punaises de lit. En cas de qualification de non-décence du logement, les coûts liés à la mise aux normes du logement relèvent de la responsabilité du propriétaire bailleur. Pour les nuisibles, des coûts restent à la charge du locataire. Ces coûts peuvent constituer un frein au signalement de la non-décence du logement, pouvant entraîner des problématiques sociales ultérieures. La CAF propose donc une aide à la sortie d'indécence pour permettre aux familles locataires de procéder à la mise aux normes du logement dans le cadre de la lutte contre les nuisibles dans les conditions suivantes. Donc, attribution d'un prêt sans intérêt jusqu'à 1 000 € pour les familles ayant un QF inférieur à 900 €. La famille doit être locataire ou propriétaire bailleur et un constat de non-décence pour ce motif doit avoir été réalisé par la CAF et un devis d'intervention par un professionnel doit être fourni à la CAF. Je ne sais pas si on a mobilisé l'année dernière. Si on a mobilisé, un petit peu. Ouais. Okay. Alors, on a également les aides pour les familles fragilisées et les secours d'urgence.
Donc, dans le cadre de l'accompagnement des familles confrontées à un événement de vie fragilisant leur équilibre budgétaire, sur la base d'un diagnostic social de la situation familiale, la CAF peut attribuer une subvention ou un prêt jusqu'à 1 000 euros. Un appui financier exceptionnel sous la forme d'une subvention jusqu'à 400 euros peut être apporté aux familles faisant face à des difficultés financières à caractère exceptionnel et momentané liées à un besoin urgent et vital. Nous avons également l'aide à la naissance d'un troisième enfant. La naissance d'un troisième enfant ou une naissance multiple occasionne des coûts supplémentaires et une nouvelle organisation pour la famille. Afin de faciliter la parentalité dans ce cadre, un accompagnement financier exceptionnel est nécessaire. Donc, l'aide est versée sous la forme du versement d'une subvention de 250 euros pour les familles concernées pour une troisième naissance ou naissance multiple, confrontées à des dépenses exceptionnelles et faisant l'objet d'un accompagnement social. C'est le parcours naissance. Donc, pour cette aide, en fait, il n'y a pas besoin d'en faire la demande. L'aide, elle est versée automatiquement pour les familles qui remplissent les conditions d'attribution. Alors, on a également les aides à la mobilité. Donc, cette aide, attention, elle peut être octroyée que si l'allocataire recourt au service du garage solidaire qui a récemment ouvert à Langres. Donc, cette aide à la mobilité, elle est à destination des bénéficiaires de minima sociaux, des demandeurs d'emploi, des apprentis, des stagiaires, et propose différents services, soit la location solidaire, vélo, scooter, voiture sans permis. Donc, l'objectif, c'est une location temporaire dans l'attente d'une recherche de solutions pérennes. Ça peut être la mise en place d'un diagnostic mobilité avec mise en place d'un accompagnement. Par exemple, aide à l'apprentissage pour le permis de conduire ou le BSR. Et ça peut être également les services du garage solidaire avec une facturation à hauteur de 36 euros par heure pour la main-d'œuvre et le prix des pièces. Donc, dans le cadre de la convention avec le garage solidaire, la CAF permet l'attribution des aides suivantes aux familles allocataires. Donc, soit un secours jusqu'à 500 euros pour les familles qui ont un QF inférieur à 400 euros, soit un prêt sans intérêt jusqu'à 500 euros pour les familles qui ont un QF compris entre 400 et 900 euros. Et l'aide est versée directement au garage solidaire. Voilà. Donc maintenant, je laisse notre partenaire Défi 52 vous présenter ses missions. Voilà. Merci parce que vous avez bien résumé. Voilà, le fait que la plateforme comprend trois services. Donc, l'allocation solidaire avec, je vais dire, voilà, l'allocation de véhicules de 2 roues et de 4 roues. Donc, ça va du vélo classique, vélo à essence électrique, scooter thermique à électrique, à voiture, je vais dire, thermique, sans permis et voiture électrique. Nous avons également, du coup, le garage solidaire, donc, qui a été, je veux dire, revu lors du dernier comité de pilotage. En fait, toute personne peut accéder lorsqu'elle présente des ressources inférieures ou égales à 1,2 SMIC. Donc, ça représente à peu près 1 700 euros net. Voilà, avec bien sûr toujours accompagné de justificatifs parce qu'en fait, cette plateforme existe pour pouvoir accéder à un emploi, le maintenir, à une formation également. Et le règlement intérieur avec la CAF prévoit aussi l'insertion, je veux dire, sociale. Donc ça, c'est vous lors d'une prescription qui nous notifie les besoins. Et le diagnostic mobilité, donc là, à l'heure actuelle, donc nous allons proposer des offres de formation et de sensibilisation. Donc Dylan Henry, qui est à côté de moi, qui est formateur mobilité, va vous expliquer un peu comment se déroulent les entretiens, les diagnostics mobilité avec les personnes. Alors oui, effectivement, donc les diagnostics mobilité, ce qu'on appelle diagnostic mobilité, ça consiste on a un rendez-vous avec le bénéficiaire qui dure, alors ça dépend en fait des profils, entre 30 minutes et 1 heure à peu près, dans lequel on a plusieurs volets à explorer, plusieurs questions à poser pour déterminer les freins et les besoins de la personne. Alors, en 2024, on s'est rendu compte que c'était grosse majorité le code de la route qui bloquait. Alors, le code de la route, euh, pour public francophone, mais aussi non francophone, c'était les deux gros blocs, on va dire.
Après, il y avait aussi d'autres freins. Il y avait des freins financiers, un petit peu. Donc ça, et on a des partenariats, par exemple, avec l'UDAF, qui peuvent essayer de répondre à ces problématiques. Des freins, parfois des freins psychologiques aussi, des peurs de conduire, ce genre de choses. Donc, on a un simulateur de conduite qui peut aussi aider dans ces cas de figure-là. Et bon, et puis après, il y avait aussi peut-être des fois d'autres freins, mais on va dire un peu plus marginaux. Donc une fois que ce diagnostic était fait, on propose un plan d'action, plan de formation pour lever ces freins. Et la personne donc doit, on va dire, s'engager pour à remplir à remplir les missions qui lui sont données. Par exemple, si une personne avait besoin de soutien au code de la route et qu'elle s'y présentait pas, bon, ben, on considérait qu'elle n'avait pas rempli sa part, tout simplement. Donc après, on faisait toujours un retour à la personne, à l'organisme prescripteur pour signaler que bon, bah, la personne ne jouait pas le jeu, pour le dire simplement, et que l'accompagnement pourrait pas se poursuivre dans ces conditions. Et puis pour 2025, on doit mettre en place là des offres de formation euh, donc on doit les établir et pour les proposer ensuite aux différents organismes ou même entreprises, si j'ai bien Même compris. employeur, oui. Ouais, même employeur, c'est ça. Il y aura une grosse partie sur le code de la route pour les publics non francophones, euh, qui doit se dérouler sur 3 sites normalement, sur Langres, Chaumont et Saint-Dizier. Donc il n'y a pas encore de calendrier, hein, de planning, hein, ça doit être mis en place prochainement. Mais après, il y aura effectivement des offres de formation que les organismes ou les employeurs pourront mobiliser tout simplement, nous contacter et nous demander pour les mettre en place avec le public qu'ils auront identifié au préalable, hein, bien sûr. Voilà. Pour l'apprentissage du code de la route à destination d'un public non francophone, on est soutenu par l'État. Et en fait, voilà, on est à la recherche de structures qui peuvent nous accueillir et aider à orienter, je veux dire, des personnes pour en bénéficier sur notamment Chaumont et Saint-Dizier. Donc voilà, je fais appel parce que je sais qu'il y a des structures là qui sont en visio. Donc voilà, on en recherche pour pouvoir venir sur Chaumont et Saint-Dizier. Et puis pour le garage solidaire, il y a quelque chose aussi qui a évolué, c'est-à-dire que les structures sociales et solidaires peuvent bénéficier également du garage solidaire pour leur flotte à hauteur de 45 € TTC de la main-d'œuvre. Voilà, donc on va faire un plan de communication parce que ça a été tout récent. Cela a été voté avant les vacances scolaires. Donc voilà, on viendra auprès de tous les partenaires pour pouvoir vous présenter tous les dispositifs qui ont évolué depuis le mois de décembre. Voilà. Et pour les offres de formation, on peut aussi intervenir, je veux dire, dans les lycées. Hein, enfin, voilà, au niveau de la jeunesse. Par exemple, on a le lycée d'Hydro au niveau de leur branche de franchise, au niveau de leur branche restauration, qui ont fait appel à nos services, qui est vraiment qu'on intervienne avant le mois de juin de cette année pour faire de la sensibilisation sécurité routière, voilà, auprès des jeunes. C'est bon? Vous avez Oui, je ne fini? sais pas Oui. s'il y a des questions ou autres. Mais en tout cas, voilà, enfin, vous avez nos coordonnées, donc il n'y a pas de souci, on peut répondre à toutes vos demandes. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux actualités de ce webinaire ou d'autres questions? On se tient à votre disposition pour y répondre. Ou si elles vous viennent postérieurement, vous pouvez poser des questions dans le fil de conversation. Donc, comme d'habitude, de toute manière, le support du webinaire vous sera mis à disposition. Une enquête de satisfaction vous sera envoyée, donc n'hésitez pas à y répondre. Et puis, voilà. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, je n'ai pas l'impression. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Bonne journée, au revoir.